Donc j'appelle Luc Boutonnier qui est rejoint par Thierry Dubreuc pour la présentation suivante, qui va être le comportement des sols en fonction du degré de saturation. Thierry Dubreuc est adjoint au directeur du laboratoire géomatériaux et modèles géotechniques à l'ISTAR de Nantes. Merci. Donc, on va compléter l'exposé de Pierre Delage avec peut-être un peu plus d'images sur le début de l'exposé en tout cas. L'exposé, en fait, c'est présenter un modèle conceptuel pour essayer d'appréhender de manière simplifiée le comportement des ouvrages en sol fin. Alors, modèle conceptuel, c'est essayer de faire des images pour bien comprendre ce qui se passe. Donc, on va retrouver certaines notions qui ont été présentées par Pierre. Donc, dans l'exposé, on aura 4 parties. Bon, une partie sur le comportement et la dualité du comportement entre le cisaillement et le volumique. Des domaines de comportement en fonction de SR pour essayer d'avoir des traits de comportement qu'on peut caler en fonction du degré de saturation. Ensuite, on passera à la partie de Thierry Dubreuc, donc qui nous donnera des réflexions sur le calcul du coefficient Chi qu'on va définir depuis l'optimum, et aussi l'effet de l'histoire hydrique qui est fondamental dans le comportement. Donc, pour commencer par quelques définitions, donc qu'est-ce que le coefficient Chi ? Le coefficient Chi, il permet de caractériser en fonction de la succion et d'un angle de frottement effectif saturé la résistance au cisaillement taux. Alors, je ne sais pas, c'est ça pour viser, voilà. Qui est ici, le coefficient Chi est ici. Donc, le produit, là, Chi S tangente phi prime, ça permet de définir 2 choses. Une résistance au cisaillement d'origine capillaire, qui est un peu une cohésion. Et aussi, on peut définir une espèce de contrainte isotrope équivalente qui est liée à la succion, qu'on peut appeler la contrainte capillaire. Si par ailleurs on suppose que la pression d'air est proche de 0, ce qui est égal à la pression atmosphérique, ce qui est souvent le cas quand on est désaturé, à ce moment-là, on peut aussi définir une contrainte effective non saturée qui est donnée ici et qui est rapprochée de la contrainte effective saturée, c'est-à-dire que quand Chi devient égal à 1, on arrive à avoir une continuité dans la définition de la contrainte effective entre non saturé et saturé. Donc la question, c'est quelle est la valeur de ce Chi ? Alors on peut faire un petit exercice mental qui consiste à dire, quand j'ai un sol non saturé, je vais mettre toute l'eau dans certains pores, c'est ce qu'on voit ici, là, en bleu, et tout l'air dans les autres pores, c'est ce qu'on voit ici. Donc ça permet... et ensuite on dit, là, toute cette zone-là, c'est saturé, donc on applique les contraintes effectives de Terzaghi. Et si on fait ça sur une bête boîte de cisaillement, on arrive à cette expression-là, et ça permet de trouver que Chi est égal à SR. Et il se trouve que finalement, cette hypothèse, elle n'est pas trop stupide en première approche. C'est celle qu'avait fait Bishop. On voit que par rapport à des mesures, ça peut être au-dessus, ça peut être en dessous. Thierry nous expliquera ses réflexions pour essayer d'évaluer la valeur de Chi. Donc, l'idée du Chi et de la contrainte capillaire Chi S, c'est surtout de montrer que son rôle fondamental jouait dans le comportement mécanique des ouvrages non saturés. Si on regarde par exemple le module qu'on pourrait définir en fonction d'une contrainte P', si on ne prend pas en compte de chargement mécanique, qu'on prend que en compte l'effet de la succion, qu'on est à la surface du sol par exemple, on peut définir le module comme ça. De la même manière, on peut faire l'exercice avec des résistances à la compression simple. Et en fait,
Si on part d'un état saturé, par exemple sur la ligne optimale de compactage, on s'attend à ce que les rapports entre les RC et les modules évoluent de la même manière en fonction de cette contrainte capillaire. C'est grosso modo ce qu'on voit là dans un exemple de limon ou de sable limoneux. Bon, c'est pas complètement vrai parce que les axes ne partent pas de zéro à droite et à gauche, mais j'ai regardé, ça permet de retrouver quand même une tendance et une évolution commune. Donc on voit bien que le rôle important joué par cette contrainte capillaire. Maintenant, nous allons passer à l'aspect volumique. Donc quand je disais des dessins, et les voilà qui arrivent, c'est pour essayer voilà, de représenter tous les grains de sol avec les ménisques capillaires en bleu foncé. Vous avez en bleu clair aussi, là, comme c'est un matériau plutôt granulaire, l'eau adsorbée, mais là on n'est pas dans les argiles, donc on ne la voit pas trop. Bon, ce qui est important, c'est de voir les petites flèches noires. Ce sont les forces de contact qui sont générées par la capillarité. Bon, qu'est-ce qui se passe sur un sol dense quand on imbibe? Bon, comme le sol est déjà dense, il ne se passe pas grand-chose. Il ne va pas changer de volume. Si vous prenez maintenant le cas, par exemple, de limon, avec cette capillarité, vous pouvez avoir une structure qui est très lâche, qui tient debout. Quand vous allez imbiber, elle va s'effondrer. Donc ce sont des choses qu'a déjà présenté Pierre. Là, c'est juste faut répéter pour expliquer. Et là, avec ce petit schéma, je pense que ça aide à bien comprendre ce qui se passe. Alors, on note en passant qu'il peut rester un petit peu d'air même après l'imbibition. Bon, maintenant, si on passe au cas des argiles, là aussi, je vais rappeler des notions qu'a présentées Pierre. En fait, en fonction de l'augmentation de la teneur en eau, vos agrégats d'argile, ils vont avoir tendance à augmenter de volume. Donc ça, c'est un schéma de Ferber qu'on a repris parce qu'on le trouvait pratique pour comprendre ce qui se passe. Et donc, on peut donc définir une porosité à l'intérieur des agrégats, la porosité interagrégat. Si maintenant on regarde un sol naturel, vous allez retrouver vos agrégats avec leur eau adsorbée, et puis ces agrégats ils vont être collés entre eux par de l'eau capillaire, et puis vous pouvez avoir aussi quelques grains de limon qui se baladent. On va pouvoir définir une macroporosité qui correspond à ce qui se passe entre les agrégats. Donc maintenant, si on imbibe sous charge ce sol réel, qu'est-ce qui se passe? En fait, suivant les variations relatives de l'espace poral des macropores et des micropores, soit on va avoir un effondrement, soit on va avoir un gonflement. Donc je passe très vite cette diapo, je sais que je n'ai pas le temps de rentrer en détail. Donc juste pour dire, le concept de contrainte effective, quand on va sur les très faibles degrés de saturation, il ne permet pas d'expliquer la déformation. Si vous prenez une argile, au très faible degré de saturation, les variations de volume elles vont être liées qu'aux agrégats, il n'y a plus d'eau capillaire. Vous êtes avec un qui est nul, donc il ne devrait pas y avoir de variation de contrainte effective, et pourtant vous avez une variation de volume. Donc maintenant, juste cette diapo pour vous exposer une représentation qu'on trouve très pratique. Donc c'est la représentation compacité, teneur en eau volumique. Donc au lieu de raisonner sur des masses, on raisonne sur des volumes. Donc le volume du squelette sur volume total pour la compacité, volume d'eau sur volume total pour la teneur en eau volumique. Cette représentation permet d'avoir des droites pour les isoteneurs en eau, comme la courbe orange là, pour des isodegrés de saturation, les courbes en pointillés rouges, pour des isoteneurs en air, pour les violettes, et vous pouvez tracer dans ce diagramme vos courbes Proctor. Juste pour voir ce que ça donne en diagramme Proctor classique, là vous retrouvez les courbures. Le gros intérêt aussi de cette représentation, c'est que vous pouvez représenter dans le même diagramme des sols qui ont des ρS différents, donc des poids spécifiques des grains différents, sous réserve bien sûr d'avoir mesuré le ρS. Donc un des messages de la journée, s'il y en avait un, ça serait faites des mesures de ρS. Donc maintenant on va passer
à la décomposition des domaines de saturation. Donc le premier domaine, on l'a appelé D1A. Donc en fait, c'est un domaine où il n'y a pas d'eau capillaire, grosso modo. Il y a un peu d'eau absorbée, éventuellement sur les particules d'argile qui se sont collées sur les grains de limon, là. Donc, comme il n'y a pas d'eau capillaire, le matériau peut se densifier facilement, ce qui explique qu'on ait des courbes, dans les courbes Proctor, sur une énergie donnée. La densité remonte ici au très faible degré de saturation. Bon, je passe vite, parce que sinon je ne vais pas respecter. Domaine D1B, on voit apparaître de l'eau capillaire avec des forces de contact avec les petites flèches noires. Donc c'est un domaine un peu de transition. Donc nous, de manière pratique, on a mis la limite de ce domaine D1B vers 50-60% de degré de saturation, et ça correspond à la limite STS du GTR. Donc dans ce domaine-là, bon, on a une contrainte capillaire et on a un coefficient qui en général est en dessous de SR. On peut avoir de l'effondrement dans les limons. Dans les argiles, ça va dépendre de la densité, enfin de la contrainte. Si on continue à augmenter la teneur en eau, on va voir apparaître des poches d'air occlus, comme ici par exemple, avec toujours aussi des zones où l'air libre peut passer. Donc cette zone-là, elle va jusqu'à la ligne optimale de compactage qui correspond à tous les optimums de compactage. Là, vous avez des sols qui vont de A4 à A2 au sens du GTR. Et cette ligne optimale de compactage, suivant le matériel de compactage, le laboratoire ou in situ, elle peut quand même bouger. Hein, c'est entre 80 et 95% de degré de saturation. En général, dans ce domaine, le coefficient Ki est supérieur à SR. Bon, je passe l'effondrement, gonflement. Maintenant, si on passe côté humide de la ligne optimale de compactage, eh bien là, on va avoir essentiellement de l'air occlus. Et donc là, on est dans le domaine du sol compacté, jusqu'à un degré de saturation de l'ordre de 96%. Là aussi, ça peut varier. Alors ce degré de saturation-là, c'est le domaine d'apparition des pressions interstitielles positives. C'est comme ça qu'on l'a défini. Et c'est ce qui définit le domaine suivant. Alors ce qu'il y a d'intéressant dans le domaine des deux, c'est que même s'il y a de la succion, on peut utiliser le principe des contraintes effectives de Terzaghi, ce qui va nous ouvrir des portes pour les calculs qui vont être présentés plus tard. Domaine D3, donc comme je l'ai déjà un peu introduit, c'est le domaine où des pressions interstitielles positives apparaissent avec de l'air occlus. Donc là aussi, ça a un intérêt pour calculer les déformations dans les ouvrages. On verra plus tard. Et domaine D4, évidemment, le sol saturé. Donc je passe la parole à Thierry. C'est mieux. Bonjour à tous et à toutes. Donc, le modèle terre durable, côté sec de l'optimum, s'attache à établir une correspondance intime entre le coefficient Ki de Bishop, la succion, et le degré de saturation dans le cas ici du drainage d'un sol, je le répète, côté sec de l'optimum. Et ce modèle repose sur l'existence d'une teneur en eau effective que je ne développerai pas ici. On porte directement sur la figure ici des relations pratiques qui découlent de ce modèle. Dans un souci de simplicité, seul le cas du sol sans retrait résiduel est présenté. Les courbes reportées sur la figure rendent compte du comportement des trois sols fins typiques, argile, limon et sable. Donc, pour pointer, donc ici vous avez Ki sur cet axe vertical, ici vous avez la succion normalisée, et là vous avez le degré de saturation normalisé par le degré de saturation à l'entrée d'air. Du degré de saturation à l'entrée d'air jusqu'à la saturation complète, comme on l'a dit, Ki vaut l'unité, et la perméabilité à l'air y est nulle. Côté droit,
de la figure, on observe que la relation entre qui et cette solution normalisée est unique pour les 3 sols pourvu qu'ils aient la même compacité à l'entrée d'air. Elle est égale ici à 0,6, une valeur moyenne en matière de terrassement. Il en va tout autrement des relations côté gauche de la figure entre qui et le degré de saturation. L'exposant, appelé alpha morphologique du modèle, est de l'ordre de 1,5 pour les sables, 1 pour le limon et 2 pour l'argile. Cet exposant peut être calé plus finement sur une courbe de rétention du sol étudié. On montre par ailleurs, dans le guide, qu'un retrait résiduel change peu l'allure des courbes qui en fonction du degré de saturation, mais l'augmente très fortement en fonction de la succion normalisée. Résistance au cisaillement en fonction de la succion. Fort des relations précédentes, la figure montre l'évolution de la résistance au cisaillement en fonction de la dite succion. Résistance et succion sont rapportées aux grandeurs à l'entrée d'air. Jusqu'à l'entrée d'air, au point O, la résistance augmente proportionnellement avec la succion. Au-delà, cette évolution est non linéaire, en racine carrée de la succion environ. Les conditions initiales sont, je le répète, les données de succion d'entrée d'air et de porosité d'entrée d'air. Le modèle conduit tout calcul fait aux expressions portées sur la figure. La borne supérieure en vert concerne les sols qui présentent un retrait résiduel et la borne inférieure en jaune, les sols qui ne se contractent pas en drainage. L'expression de la borne inférieure est simple et a pour seul paramètre la compacité. Celle de la borne supérieure, un peu plus complexe, reste cependant précise. Pour une compacité de calcul toujours égale ici à 0,6, une valeur moyenne. L'accord avec les résultats des 14 sols de laboratoire rassemblés par Kalilic à base est encourageant et on distingue nettement 2 familles de sols dans 2 fuseaux extrêmement étroits. Il faudrait que j'arrive à repasser en pleine page, s'il vous plaît. Non, avant. Oui, ça va trop vite. Voilà. La figure montre ici l'augmentation de la cohésion capillaire avec le drainage selon les 3 natures de sol précitées, sable, limon et argile. On a fixé des ordres de grandeur des paramètres à l'entrée d'air, c'est-à-dire à l'optimum de compactage, soit la teneur en eau massique, la compacité, la succion et l'angle de frottement. Ces paramètres sont introduits dans l'expression qui est rappelée ici en tête en haut de la figure. Cette expression est valable toujours côté sec de l'optimum de compactage. La figure montre ainsi une augmentation de plus en plus rapide de la cohésion capillaire avec l'argilosité des sols. Si le limon ou l'argile présente un retrait résiduel post-entrée d'air, l'augmentation sera décuplée, comme le montrent les courbes en traits pointillés. Qui théoriques et expérimentaux en fonction du degré de saturation sur un chemin de drainage. La courbe théorique de qui en fonction du degré de saturation en trait continu vert, pour l'argile, illustre la percolation de l'eau dans l'argile. Quant à la courbe théorique en trait jaune continu, elle rend compte de la robustesse du sable, apte à maintenir une cohésion d'ensemble, à l'inverse de la percolation dans l'argile. Et entre les deux, le limon en trait rouge continu a un comportement intermédiaire. La surface spécifique des particules de sol, c'est-à-dire le rapport entre la surface et le volume, semble un paramètre très important pour expliquer le comportement des sols au regard de la taille des pores. La teneur en argile massique, le C2 micron ici, est ainsi un bon marqueur des tendances observées. Le modèle suggère que la présence ou la formation de bulles d'air maintiennent une valeur qui proche de l'unité dans le voisinage de l'entrée d'air. Il en va ainsi pour les sables, mais aussi pour l'argile blanche, avec une nucléation de vaporisation qui contrarie la pénétration de l'atmosphère. Nous allons mieux décrire
dans les diapositives suivantes. Il reste 2 minutes. Oui. Pour l'argile qui chute rapidement dans une suite d'entrées d'air en lien avec la percolation de l'atmosphère dans les pores de taille décroissante. Si de l'eau isolée apparaît vers les faibles saturations, cette chute est alors accentuée dans le voisinage de l'entrée d'eau. Interférence entre percolation de l'atmosphère et nucléation de vaporisation au drainage. En drainage, pour des pores de taille inférieure à 0,3 microns, typiques des sols argileux, la pénétration de l'atmosphère et la nucléation de vaporisation ont lieu pour des pressions voisines et supérieures à 1 MPa. Ces deux phénomènes débutent à peu près en même temps et affectent des pores pratiquement de même taille. Pour les sols argileux, cette interférence sera d'autant plus probable que la succion d'entrée d'air est importante pour un degré de saturation voisin de l'unité. C'est le cas ici de l'argile blanche, qui a une succion d'entrée d'air de 900 kPa. Pour un degré de saturation fixé, on a estimé le degré de saturation de vapeur d'eau en multipliant deux probabilités. La probabilité de trouver de l'eau sous tension continue en dehors de l'amas de percolation d'atmosphère et une probabilité croissante de trouver des petits pores dans lesquels une bulle de vapeur d'eau se forme par nucléation. Pour obtenir le qui nucléé, on translate la courbe auxiliaire, ici en pointillé, par l'amplitude du degré de saturation de vapeur d'eau nucléée. L'accord avec la courbe expérimentale est assez satisfaisant. Incidence de l'air oclus ou de l'eau isolée. La figure établit la correspondance entre qui et le degré de saturation et la succion pour une argile en drainage présentant un air oclus post-entrée d'air et de l'eau isolée vers l'entrée d'eau. La courbe en tiret fin, ici, est la courbe obtenue par Bishop sur l'argile de Boulder compactée. Pour obtenir la courbe ici en trait vert qui de SR, on translate la courbe auxiliaire en trait pointillé, selon l'amplitude de degré de saturation des reclus vers l'entrée d'air ou du degré de saturation d'eau isolée vers l'entrée d'eau. Voilà. Si la succion excède en plus les 100 kPa à l'entrée d'air, une petite nucléation du microbulle peut se produire, comme dans le cas précédent. Ah, décidément. Est-ce que ça peut passer en pleine page ? Voilà. Ici, rapidement. Résistance à la compression d'une marge argileuse compactée. Andriana Treina, en 2016, a confectionné deux lots d'éprouvettes de laboratoire, numérotés 1 et 3, à partir d'une argile marneuse. Les 5 moutures du lot numéro 1 sont initialement préparées à la teneur en eau WOPN, puis les 4 moutures sont séchées à l'air libre pour atteindre respectivement les teneurs en eau 0,9, 0,8, 0,7, 0,6 WOPN. Pour le lot 3, les 5 éprouvettes sont toutes compactées à gamma D, OPN et WOPN, puis 4 d'entre elles sont séchées à l'air libre pour retrouver les mêmes proportions, et elles sont écrasées de la même manière, en compression simple. Et voilà les résultats. On a mesuré sur la figure de droite un retrait résiduel quasi linéaire avec la variation de teneur en eau massique. Sur la figure de gauche, pour les éprouvettes du lot 3 en drainage, depuis l'OPN, la résistance augmente très fortement. Elle vaut plus de 2 fois la résistance mesurée à l'OPN quand la teneur en eau atteint 16%. Quant aux éprouvettes du lot 1, la résistance à la compression augmente très très peu. Le modèle peut expliquer ce résultat avec l'existence probable de volumes d'eau isolés et discontinus. On peut dire que qui est le témoin d'une histoire hydraulique. Dernière diapositive. En guise de conclusion, voilà. Il est possible de décrire le comportement Proctor. Dans le diagramme Proctor, l'évolution de la succion et de la résistance au cisaillement associées. Côté sec, les lignes d'isosuccion en rouge sont verticales. Les lignes d'égale résistance sont en pointillé bleu et parallèles aux branches des courbes Proctor normales et modifiées ici. Selon le modèle, leurs expressions font intervenir une combinaison de la porosité et du degré de saturation.
La progression théorique de la succion avec l'abaissement de la teneur en eau est conforme aux résultats obtenus sur maintes éprouvettes de laboratoire, tout comme la progression théorique de la résistance au cisaillement. Si on envisage un drainage du point haut situé à l'optimum Proctor en suivant 3 chemins possibles en flèche rouge, la flèche du haut emprunte la ligne de retrait normale, qui est aussi la ligne d'entrée d'air ou encore la ligne de compactage optimal. La flèche du bas conduit à se déplacer sur un palier de densité. La flèche au milieu emprunte la ligne de retrait résiduel dont la pente dépend expérimentalement de la porosité à l'entrée d'air. Ainsi, au point M de la figure, la succion depuis l'OPN aura été multipliée par 3 et la résistance au cisaillement par 2 environ. Merci pour votre attention. Merci.